Salam alaikum. Et salam. Comment tu vas? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah. Ça va, ça va. Alors, t'es où là? Une campagne, une bourgade après Agadir. D'accord. Donc, ça veut dire que t'es loin du monde, t'as la nature, t'as... Je suis en plein dans la nature. Je sais pas si tu vas pouvoir voir. Euh, Waouh. je suis au Je milieu vois- nulle part. Et quelque part. j'entrevois entre quelques barreaux. Waouh, ça a l'air magnifique. Et on dirait qu'il y a beaucoup de silence là où tu es. T'entends rien. Tu m'entends pas? Si, t'entends rien. Ah, T'entends la nature, t'entends les oiseaux te réveiller le matin quand le petit pleure pas. ouais. Et on vit au rythme du petit, donc tout va bien. Il y a quelques années, tu vivais pas comme ça. Il y a quelques années, j'étais en pleine région parisienne. Ça se passait comment ta vie Ça se là-bas? passait autour du rugby. Moi, je suis un ancien rugbyman, entraîneur de rugby. J'entraînais à haut niveau. J'entraînais à Paris, je sais pas si tu connais le Stade Français. D'accord, ouais, vas-y. Donc, la grande équipe de Paris. Et je m'occupais du pré-centre de formation. Je m'occupais des jeunes qui sont aujourd'hui au plus haut niveau, qui sont aujourd'hui pros. Et voilà, quoi, tu côtoies des champions du monde, tu côtoies des gens de partout. Toi, t'aurais kiffé ça. Tu as des gens de partout dans le Vas-y. monde, de Ouais. Nouvelle-Zélande, d'Australie, des Samoa, des Fidji, des Français, des Parisiens, des gars du quartier, et tout ça, ça se mélange. Et t'as fait ça pendant combien de temps? T'as baigné dans tout ça? J'ai toujours baigné dedans, je crois, depuis l'âge de 14 ans. Et je suis de Mantes-la-Jolie, moi, je suis natif de Mantes-la-Jolie. D'accord. Du quartier de la cité, là où on a appris la vraie vie, entre guillemets. La vie Euh, où tu dépannes, la vie où tu débrouilles, la vie où il y a quand même de l'entraide, la vie où il y a le voisinage qui compte, la vie où tu es à bonne école. On se moque de toi, mais on t'apprend à te construire à travers ça. on se moque de toi, mais tu apprends à te construire à travers ça. C'est ça. C'est-à-dire, on se moque de toi. Qui se moque de toi dans Tout, ça? Est-ce que c'est... t'as pas le droit d'avoir des grandes oreilles, t'as pas le droit d'avoir du poil au dos, t'as pas le droit d'avoir les yeux qui louchent, t'as pas le droit d'avoir... Mais tout le monde a créé son histoire, après tu te fais un surnom à travers ça, et aujourd'hui tu fais partie de l'histoire du quartier. Hmm, En fonction de toi, si- en fonction de ton père, en fonction de ton histoire. Chacun a son histoire de vie au quartier en vrai. mhm. Et à un moment, ça devient ta force, quand tu sais l'utiliser. Comment t'as appris à l'utiliser, cette force? Comment t'as appris à en faire une force? Et comment ensuite tu l'as utilisée? Bah, par le caractère, soit tu vis, soit tu meurs. Et là-bas, on t'apprend quand même à... On va dire, il y a une justice sur Terre. Tout est équilibre. On a beau dire ce qu'on veut et compagnie. Après, tout à l'heure, tu le disais, hein, être seul, soit t'en fais une force, soit t'en fais une faiblesse. Mais quand tu es entouré, tu as tout le temps... tu rencontres quelqu'un de bienveillant qui te montre le chemin. Tu rencontres quelqu'un de très dur qui te montre un autre chemin. Et après, à toi de faire tes choix. Comment être sûr de faire le bon choix? Il y a que des choix. Les bons choix, c'est avec le temps que tu vois. Il y en a, là, il y a un gars, Youv, qui est pas mal suivi, qui a fait 20 ans de prison. Aujourd'hui, il fait que du bien autour de lui. Il a écrit des poésies. Ça serait bien que tu le rencontres un jour, ce gars-là. Il a écrit des textes, c'est impressionnant en prison. 20 ans de prison. Et il a écrit des Alors, textes impressionnants. Et aujourd'hui, tu le vois au quartier, c'est lui qui distribue les masques, c'est lui, il fait beaucoup, beaucoup de bien. Après, chacun a son histoire, chacun a son histoire de vie, chacun a sa force, a ses faiblesses, et après, tu apprends à vivre avec, quoi. Après, en fonction de comment tu t'entoures. Moi, c'est vraiment mon équipe qui me donne la force. Mon équipe, c'est mes frères, c'est les gars sur qui je peux compter. C'est à un moment, tu as un coup de mou, tu as tout le temps quelqu'un qui te rebooste. Et dans le groupe, il y a tout le temps quelqu'un qui a un coup de mou et quelqu'un qui a un surplus d'énergie à transmettre et tu donnes, quoi.
est-ce que parfois le groupe, du coup, parce que là, il apporte des choses positives, mais est-ce que des fois, justement, il t'influence négativement, ou ça va être toujours du positif? Non, mon groupe, tu vois, c'est tout le temps du positif parce que c'est plein de questions. En vrai, t'as pas, comme tu disais, t'as plein de questions et t'as plein de vérités. Et chacun a sa vérité. Après, tu prends. Et tu vois, c'est ce que tu disais à 5 minutes. Tu prends pas trop le temps de réfléchir. Tu poses des choses, on pose. Tu prends ce que tu as à prendre et t'avances. Et en fonction, il y en a qui ont besoin de l'autre pour se construire, et il y en a d'autres qui ont besoin de pomper pour apprendre. Et toi, t'es passé par, est-ce que tu penses être passé par toutes les phases, ou il y en a encore, il y a encore des phases là où des chutes que t'as pas connues? Il y en a encore en fonction de l'âge, en fonction du besoin. À chaque fois que tu te maries, ça change. Avant le mariage, tu es seul, il y a la famille quand même, en fonction de ta famille, en fonction. Tu peux voyager quand ta famille elle est bien, quand ta famille elle est moins bien, tu te rapproches d'eux pour essayer, en fonction des frères, des sœurs, de qui gère. Après, tu te maries, donc c'est une autre philosophie, c'est une autre mentalité. Tu peux moins voyager seul, tu peux moins avoir de folie parce que tu as des responsabilités. Quand tu commences à avoir un gosse, là, c'est une autre gymnastique, c'est d'autres responsabilités. T'as plus trop le droit à l'échec, mais en vrai, rien ne t'appartient. Après, moi, je suis très croyant, donc tout appartient au créateur, mais on prend quand même des risques. Le fait de rentrer au Maroc, j'ai pris des risques. Justement, donc toi, avec madame, vous avez choisi de renoncer à votre vie pour aller vivre au Maroc, c'est ça? Et la France, ça devenait compliqué. Ça devenait compliqué. J'ai beaucoup d'amis français, juifs, catholiques. Ça n'a rien à voir avec la religion, mais c'est une mentalité. À un moment, il y a eu beaucoup de craintes. Il y a eu beaucoup de craintes, la peur que la télé met en place, l'idéologie du barbu, parce que la barbe, Allah Mabarek, elle est là depuis un moment. Et après, les gens, ils me connaissent, malgré ça, ils me connaissent, mais il y a une infime personne qui ne te connaît pas et qui est directement sur le jugement. Madame porte le voile, donc pourtant, elle est enseignante, mais elle porte le voile et pourtant, il y a eu pas mal de choses. Voilà, rentre chez toi, sale bougnoule, sale ci, sale ça. Mais nous, on a vécu à Mantes-la-Jolie, donc on n'a pas eu ce problème-là en interne à Mantes-la-Jolie. Mais dès que tu sortais, tu commençais à voyager, là, tu te rends compte que la barbe, elle n'est pas vue pareil. Donc, à un moment, tu as l'œil de l'autre. Pourtant, j'ai beaucoup voyagé. Hein. Tu vois, la sœur qui parlait de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est magnifique. L'Afrique du Sud, c'est un pays, l'Afrique du Sud. Un pays avec une histoire. Je sais pas si tu as déjà fait. Non, jamais. Toi, tu es passé? Ouais, ouais, ouais. Moi, avec D'accord. le rugby, j'ai vraiment eu la chance de voyager. Et moi, je m'occupais de la sélection marocaine de rugby. Donc, j'ai fait D'accord. l'Ouganda, le Kenya, Zimbabwe, Afrique du Sud, Tunisie, Algérie, Sénégal. On voyage pas mal. Donc, on a eu cette chance-là de pouvoir voyager. Et ouais, l'Afrique du Sud, c'est une dinguerie. Après, moi, je suis parti au moment où c'était encore un peu chaud, entre les Blacks et les Ouais. Blancs. Et tu comprenais pas. Tu comprenais pas pourquoi l'homme... Non, mais la France, c'est une chance. Hein. La France, c'est une Mais chance. tu comprenais pas quoi? Pourquoi le blanc voulait autant au noir? À un moment, tu parles avec un black, tu essayes de parler, tu paragouines anglais parce que je suis pas bilingue complètement, mais tu essayes de trouver tes mots pour essayer de parler, parce que les notions scolaires, on les a quand même, et tu essayes de parler avec eux, tu essayes de comprendre un peu ce qu'ils racontent, donc tu partages, et tu as un autre qui va voir mon collègue et qui lui dit, mais il parle avec lui en quelle langue? J'ai dit, ben, je sais pas, moi, il parle avec lui anglais. Il dit, non, ils n'ont jamais été à l'école, ils parlent pas anglais. Et là, mon pote, Ah il dit, ouais. je parlais avec lui avec quoi? Je dis, ben, je parlais avec toi, je parle en anglais. Et j'essaye de... Il me dit, mais il parle pas anglais. Et là, t'es énervé, c'est ta mère qui parle pas anglais, t'es fou, toi. Et là, tu regardes des fachos. C'est pas des fachos, c'est des ignorants, des gens qui connaissent pas l'autre. Ils vivent avec l'autre, mais ils ne connaissent pas l'autre. Ouais, tu vois, par rapport à ça, et je vais le croiser avec un commentaire qui dit, c'est de Calo, qui dit, j'ai besoin que tu me donnes une réponse claire. Parmi tous les pays que tu as visités, les gens que tu as rencontrés,
qu'est-ce que tu penses de la France et des Français? Vérité. Et en fait, justement, je crois là ce que tu dis par rapport au fait qu'à l'étranger, bon, là, l'Afrique du Sud, pour le coup, c'est pas trop un bon exemple d'intégration et d'acceptation de l'autre, en tout cas pour l'exemple que tu m'as donné. Mais dans l'ensemble, euh, en fait, c'est un ami, c'est mon ami, j'ai un ami maître zen, c'est dans l'histoire, et j'ai un ami maître zen qui, je lui ai posé cette question, on venait du Maroc, on venait d'une semaine de retraite silencieuse dans le désert du Maroc à Zagora. Et, euh, et je lui dis, mais comment ça se fait? On va au Maroc, les gens ils sont hyper accueillants et tout ça. Et en France, de suite, tout ça, que l'ambiance change. Et en fait, il me dit quoi? Il me répond, entre autres, que le français, dans son ADN, dans l'ADN du français, il y a une peur de l'autre. Dans le sens où pendant des siècles, le territoire français, il a toujours été menacé par des invasions. Les Visigoths, les Huns, les barbares, les Sarrasins, l'Empire ottoman, les ce que tu veux. Et en fait, la France, constamment, tu sais, ses frontières, elles étaient... et même en interne, tu avais le truc du terrien, le machin, le... Donc en fait, dans l'ADN même du français, de la même manière que dans l'ADN du Marocain, il y a cette notion d'accueil, de générosité, voilà, on a envie de faire plaisir. Dans l'ADN du français, il y a plein de choses positives, mais parmi ces choses-là, il y a une peur, il y a une méfiance de l'autre. Moi, je me suis rendu compte à quel point elle était euh, poussée, cette peur, quand je suis revenu d'Indonésie. Parce qu'en Indonésie, t'as fait ce pays? Prochaine destination. Ça devait être là en avril. Ah là 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 là. Inch'Allah. Inch'Allah. Ce qui est magique avec l'Indonésie, c'est que, alors, je parle de Jakarta surtout. Quand tu arrives dans la capitale, les gens, ils n'ont tellement pas l'habitude de voir des étrangers, donc voilà, des gens typés arabes, des gens typés occidentales, peu importe, noirs, peu importe. En fait, ils ont tellement pas l'habitude que quand ils en voient un, ils vont te demander à être pris en photo avec toi. Et ils vont te voir comme, euh, comme quelqu'un de différent. Et donc, parce que tu es différent, ils vont te voir comme quelqu'un qui peut leur apporter quelque chose que eux n'ont pas. Tu es considéré comme une valeur ajoutée. Et en fait, euh, là-bas, effectivement, tu vas voir, surtout à Jakarta, qu'il n'y a que des Indonésiens, il n'y a que des Asiatiques. Et dès qu'il y a un étranger, limite, tu as l'impression de retrouver un membre de ta famille. Tu sais, moi, je suis à la Havane avec une barbe comme ça, quand je voyais un blond, lui, c'était, ah, la famille, ah, là, français, allemand, Europe, donc, ça, c'est la même chose. Et en fait, quand je suis revenu en France, la diversité dans laquelle on baignait, elle m'a sauté aux yeux. En fait, je me souviens, je montais un escalator comme ça, j'étais à Toulouse, je rentrais chez moi, je montais un escalator, et je vois en face, je vois une femme qui porte le voile et qui pousse une poussette. Et moi, après avoir passé 2 mois en Indonésie, je me dis, ah ben tiens, waouh, c'est énorme, il y a une arabe. Je continue de monter et je vois une noire. Et je me dis, ah, c'est énorme, il y a une africaine. Je continue de monter et je te jure, je vois je me souviendrai toujours, tu sais, on dirait ils sont tous croisés, ils sont donnés rendez-vous en même temps. Sur la droite, je vois des Chinois en famille, enfin, je vois des Asiatiques en famille, moi je me dis, ah, des Chinois, c'est super. Et je me dis, mais c'est énorme, mais sont où les Français? Et en fait, quand j'ai formulé cette question dans ma tête, je me suis dit, mais attends, tous ces gens-là, ils sont Français. Et c'est ça qui fait la beauté et la force de la France, cette diversité. T'as déjà été à la Mecque? Non. Ce que tu racontes, c'est ça. Mais tu vois, comme tu racontes l'histoire de crainte à la Mecque, au contraire, la Mecque, c'était une sorte de rond-point du commerce, où les gens venaient de tout le monde. L'histoire, elle a toujours été comme ça. Il y a tout le temps eu la Kaaba, les gens ils venaient, ils commerçaient, ils faisaient leur pèlerinage de toutes les tribus, religions d'Éthiopie, d'Asie, de partout, venaient faire le commerce là-bas. Et là-bas, c'est impressionnant, tu te rends compte que l'islam n'est pas arabe. T'as des Chinois, des blonds aux yeux bleus, des Turcs, des noirs noirs, des noirs crèmes, des métis, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est autre chose. Mais après, comme tu as dit, il faut voyager. Il faut vraiment voyager. Au Sénégal, par exemple,
Au Sénégal, tu n'as pas de barrière. Les maisons, elles sont ouvertes. Tu as une place dans le Fouta, tu as une place en plein milieu, tu as des plats qui viennent de différentes maisons, tu as 3, 4 plats, et tu as tous les anciens qui mangent ensemble. Et là, tu dis, mais les repas en famille, tout ça, tu as les petits qui viennent se rajouter, tu as les mamans qui font et qui mangent entre elles. Et là, tu dis, mais les merdes, quoi. C'est quoi le. Ils sont où les barrières? Ils sont où les. On n'est pas enfermés. Et là, tu rentres en France, ouais. Et après, en France, moi, le français, comme tu as dit, hein, le français, c'est tout. Moi, regarde, l'équipe de France, l'équipe de France, c'est pas fait exprès, c'est pas prémédité, mais c'est, voilà, ça c'est Valentin Cessé, Charlie Franco, ça c'est les internationaux français, mes petits. Mais, ouais, mais en France, non, parce que j'ai grandi avec des Français, des Français, je sais pas si ça existe, pure souche, mais qui n'étaient pas, qui étaient quartiers. C'est pas français, c'est des quartiers. Moi, j'ai entraîné au but Paris Université Club. C'était un quartier. Quand j'ai entraîné là-bas, il y a un entraîneur de l'équipe de Massy qui m'a dit ouais, ça ne ressemble pas, viens entraîner à Massy, c'est quartier. Là-bas, c'est bobo. Et j'ai dit bah, moi, j'ai envie d'aller entraîner, j'ai envie de voir autre chose. Mais j'ai été là-bas, c'était mes petits frères. Mes petits frères me viennent me rendre visite encore au Maroc. Mais c'est vrai que c'est bobo. Mais c'est une autre mentalité. C'est un autre état d'esprit.